devons changer. Donc je dis aux femmes, reprenons notre place de leader, arrêtons d'être derrière. Moi je refuse cet adage que les hommes ont inventé, derrière un grand homme. Pourquoi derrière? Devant un grand homme, il y a une grande femme. Voilà, donc reprenons notre place de leader et affirmons-nous, quels que soient les domaines, que ce soit politique, entrepreneurial ou économique, il faut que nous soyons les meilleurs. Quand on fait quelque chose, il faut qu'on aille jusqu'au bout et avec l'objectif d'être toujours devant et être toujours meilleur. Quel que soit l'endroit où vous êtes, quelle que soit l'entreprise que vous avez, ayez les objectifs à moyen, court et long terme. Ceux qui vont créer cette année, donnons-nous le défi, dans 2 ans, vous souhaitez que vous soyez cotés en bourse. C'est ça l'objectif du GIFA. Que les entreprises des femmes puissent casser ce plafond de verre où, à un moment donné, on ne voit plus femmes, on ne voit que les hommes. Je crois qu'on n'a rien contre les hommes, mais les hommes ne nous donneront jamais rien, ne nous céderont jamais leur place. Il faut qu'on se batte pour gagner ces places. Et ça, c'est pas facile. Donc j'encourage les femmes à entreprendre et à être ambitieuses. Arrêtons d'avoir toujours les mini-entreprises, les micro-entreprises. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir des multinationales? Moi, dans 6 ans, j'aurai une multinationale qui sera cotée en bourse. Et là, je pourrais financer aussi les associations et d'autres entreprises. C'est ça l'objectif du GIFA. Donner l'envie à ces femmes de se battre et de gagner. Parce que quand une femme commence, il faut qu'elle gagne, il faut qu'elle aille loin. Arrêtons de toujours nous limiter sur les petites choses. Nous ne sommes pas petites. C'est nous qui portons le monde, c'est nous qui donnons la vie. Quel combat plus dur que donner une vie? Ce n'est pas l'économie qui va le dépasser, ce n'est pas la politique qui va le dépasser. Donc nous devons avoir des convictions et être sûrs de ce que nous faisons et aller jusqu'au bout de ce que nous voulons faire. Je vous remercie encore une fois d'être venus. Je vais passer la parole à nos invités, aux entrepreneurs qui sont ici parmi nous, pour vous parler de leur parcours et peut-être aussi vous inciter à entreprendre et à créer. Donc je vais passer la parole déjà à une grande dame qui a choisi un secteur ultra concurrentiel. Elle n'a pas voulu faire dans la facilité, la cosmétique. Nous savons que c'est nous qui dépensons plus d'argent. Nous sommes déjà naturellement belles, mais on veut toujours se faire plus belle. Donc elle a choisi un secteur très ultra concurrentiel. Elle a ouvert un institut dans le 15e arrondissement. Donc c'est une battante, comme moi j'aime les appeler, c'est une vraie lionne qui n'attend rien, qui se bat pour gagner. Donc je vous demande d'applaudir Madame Juliette Léoat. Parce qu'en fait c'est une plateforme dédiée au projet de diaspora pour financer les projets solidaires, surtout entrepreneuriaux, ici dans le pays d'origine. Donc c'est www.diasporasphère.com. Donc c'est déjà posté un projet pour contribuer à la campagne de crowdfunding de Joël. Merci d'avoir accueilli. Merci beaucoup. Comment inviter un homme? Vous savez, le réseau, ce n'est pas seulement les femmes, je viens de vous le dire. Nous acceptons aussi les hommes. Non, je blague. Vous êtes géniaux, messieurs. Je ne peux pas continuer cette lutte sans vous, sans vos conseils, sans votre soutien. Je vous demande d'accueillir monsieur Mike Falmé, qui est entrepreneur, éditeur, historien, écrivain, quoi encore. Waouh! Bravo! Bravo, Mike! Bonjour à tous. Donc, je tiens à remercier Princesse Altamad qui m'a invité. Je ne sais pas si vous m'entendez. Peut-être que comme je suis un homme, je vais élever la voix. Voilà, comme d'abord. Voilà. Donc, je remercie le GIFA. Je remercie Princesse Altamad. Je vous remercie aussi d'être là pour que l'on puisse parler un peu de chacun, de nos projets qui nous animent. En ce qui me concerne, bon, moi j'ai un parcours vraiment atypique, comme disait Madame Ngako. Je ne vais pas m'étendre également, mais sachez que
Avant d'en arriver là, j'ai été aussi militaire, j'ai fait une école militaire. Et après avoir passé un certain nombre d'années en tant que sous-officier parachutiste et des forces spéciales, je me suis reconverti. Je me suis d'abord reconverti dans le domaine de la sécurité, et puis ensuite dans le domaine de l'hôtellerie et de la réservation, pour aboutir dans le domaine un peu plus tard, la reprise de mes études et devenir chargé en ressources humaines dans une grande entreprise. Mais à l'heure actuelle, vous savez, il y a parfois des rencontres et des accidents qui vous font changer un peu d'orientation. On se remet en question totalement. La rencontre avec Princesse, la rencontre avec d'autres personnes, les associations. Et puis malheureusement, il m'a fallu un AVC pour que je me remette en question totalement. Alors j'ai eu beaucoup de chance, la chance de ne pas avoir perdu la parole. J'avais un peu perdu pendant un mois, mais de récupérer toutes mes facultés, la parole, la mémoire, etc. Et là je me remets totalement en question, je redéfinis mes relations. Et j'avais une autre passion que j'avais menée tout le long de mes carrières en parallèle. C'était celle d'historien, passionné d'Afrique et des Antilles, celle en même temps d'auteur et écrivain, et j'ai pu produire en auto-édition mes œuvres. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au moment où je devais produire, je voulais publier, le parcours que c'était pour nous, Africains ou Africains, je suis originaire de la Guadeloupe, mais j'ai grandi principalement en Afrique, un peu partout, du Sénégal au Congo. Et je me suis rendu compte de cette difficulté que nous avons à démarcher les maisons d'édition majeures. Camar, tout ce que vous voulez. Vraiment, on n'a pas d'écoute, très peu de possibilités de pouvoir s'exprimer, en tout cas produire. Et donc, je me suis produit en auto-édition. Et je voulais vraiment contrôler toute la chaîne de ce qu'on appelle l'auto-édition. C'est-à-dire, bien sûr, la production de mes œuvres, tout d'abord. Ensuite, maîtriser le formatage, maîtriser le couvercle, c'est-à-dire les couvertures, les quatrièmes de couverture, les résumés, les corrections, et même pour certaines choses, maintenant la traduction. Et puis maîtriser vraiment aussi l'unité de production, même si je passe par des plateformes de distribution telles Amazon, qui sont pas mal. Et une fois que j'ai pu maîtriser tout ça, je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier. J'aime écrire, j'aime produire, j'aime raconter des histoires, j'aime retrouver cette identité qui est la nôtre, celle, en tant que Guadeloupéen, notre identité africaine. C'est pourquoi je me définis comme étant un Africain de la Guadeloupe. Et même si je suis des Saintes et que mon globe oculaire et mon épidermie est marqué quand même par un métissage, mais je reste sur mes racines proprement africaines. Et dans cette production, je me suis dit, bon, voilà l'idée. L'histoire, l'Afrique, le lien à notre identité, à cette histoire, à notre Afrique, c'est là que je dois produire, c'est là que je dois m'investir. Et j'ai décidé donc de créer une maison d'édition. À l'heure actuelle, elle est en construction. Je suis en train de négocier avec mon entreprise actuelle pour pouvoir me séparer d'elle. Bien sûr, être récompensé de mes bons et loyaux services que j'ai pu leur donner, c'est difficile, mais j'arriverai, j'ai des arguments. Et puis, investir dans une formation que me payera cette société, et ce qui serait la gérance, comment gérer une entreprise telle qu'une maison d'édition. Je pourrais m'y lancer tel quel, je pourrais le faire. Je ne suis pas bête, j'ai de l'ambition, je peux le faire, mais j'entends quand même maîtriser certaines choses, certains commerces, certains rouages de marché, certaines donnes de gestion, parce que j'ai envie que ce que je crée puisse partir et démarrer du premier coup. Et je veux qu'elle puisse s'étendre, marcher sur le moyen, sur le long terme. Donc je ne veux pas donner le flanc à un échec possible. Je veux réellement que cela marche. Et je veux que cela marche avec vous, Africains, nous, Africains. Je
Je veux travailler sur les Caraïbes et en même temps sur l'Afrique, faire le lien et le va-et-vient. Donc ce que je veux, c'est produire. Il y a plein de gens, il y a plein d'Africains, il y a plein de Guadeloupéens, de Martiniquais, de Guyanais, etc., même anglophones, qui ont du talent mais qui ne trouvent pas. Et moi, ce que je veux, c'est produire cela. Le secteur est concurrentiel. Il y a plein d'émissions en direct, il y a L'Armatan, il y a Présence africaine, il y a Tamerie, enfin les éditions d'Adam, il y en a plein, il y a les éditions Caraïbes, éditions, Jazor, Nestor, etc. Il y en a plein. Mais ce que je remarque, c'est que soit on est séparés, on est dans un secteur aussi aux Antilles ou alors en Afrique, même si en France, parfois on peut reproduire les deux, mais on n'a jamais cette notoriété, ce mérite que l'on devrait avoir pour pouvoir être édité, se faire connaître. Nous avons du talent, nous avons vraiment du talent. Et donc, voilà ce dans lequel je veux investir, rapprocher à travers cette entreprise les Caraïbes et l'Afrique, produire des Africains aux Caraïbes, monter des événements littéraires et culturels aux Antilles, faire mieux connaître cette Afrique, et en Afrique, faire mieux connaître ce que sont les Antilles, pas simplement que les Antilles françaises, les Antilles anglophones, hispanophones, hollandaises, mais vraiment à travers une espèce de synergie de pouvoir. Donc, pour se faire connaître, oui, Madame Joëlle Gacot, je suis intéressé par ce média qu'elle crée. J'espère qu'on va essayer d'en parler, de créer des liens, de promouvoir. Et il y en a d'autres parmi vous. Et si vous connaissez des talents, n'hésitez pas à me les adresser. J'en ferai une étude parce qu'il ne faut pas non plus produire n'importe quoi. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont du talent et qui ont de la volonté, qui ont envie de se faire connaître. À l'heure actuelle, les maisons d'édition sont en majorité françaises, européennes ou américaines, anglophones, anglo-saxonnes. Il est temps que pour nous, on crée des maisons d'édition parfaitement, excusez-moi le terme, je le dis bien, parfaitement noires. Afrique caribéenne, quand j'emploie le terme Afrique caribéen, j'emploie un terme à escient, ce n'est pas afro-caribéen ou afro-antillais. Pour moi, il y a une séparation, c'est Afrique caribéen pour marquer une entité unique et liée à jamais. Voilà, je vous remercie. Merci. Tu as raté quelque chose? Oui. Très bien. Nous allons maintenant inviter une dame qui vient du Congo. Il y a une délégation d'ailleurs qui vient du Congo que je demande qu'on applaudisse. Ils sont là. Ils sont venus ce matin. Madame Gisèle Katala. RDC. RD Congo. RDC, oui. RD Congo. Vive Kabila. Merci à la délégation du Congo, à ces femmes qui se battent sur le continent. Aujourd'hui, cela nous permettra d'avoir vraiment un fonds ici de l'Afrique pour encourager toutes ces femmes qui traversent des moments difficiles, qui ont aussi des problèmes comme tous les accompagnants. Je vous remercie d'être venus. Si vous pouvez nous partenariat jusqu'au 17, vous pouvez partir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me présente, je suis Madame Katala Gisèle, présidente de l'ONG Femmes de Bon Cœur. On me demande de crier. Femmes de Bon Cœur. Si je dois présenter Femmes de Bon Cœur, je dirais ceci, que Femmes de Bon Cœur est une association socio-humanitaire qui a vu ses jours le 14 janvier 2010 en République démocratique du Congo. Et Femmes de Bon Cœur a 4 principes fondamentaux qui sont aider, solutionner, donner et œuvrer pour le changement de mentalité. Nous travaillons sur 3 axes qui conduisent notre mission. Nous sommes dans l'éducation, le social et la santé. Depuis 2010, nous avons initié au niveau de la santé
un projet que nous avons dénommé Yes I Can, oui je peux. Ce projet qui consiste à améliorer les conditions d'accouchement des femmes qui vivent dans la précarité. Pour ceux qui connaissent la RDC, nous sommes tellement nombreux et le taux de pauvreté aussi est très important. Il faut quand même que les ONG s'élèvent pour essayer d'appuyer l'État congolais par rapport au manquement de ses engagements, pour essayer de pallier à trouver une solution pour la population. Et depuis 2010 que nous avons lancé ce projet, nous sommes accompagnés par le ministère de la Santé, le ministère provincial qui nous accompagne. Et nous renouvelons, nous peut-être modernisons les salles d'accouchement et les salles de séjour de ces femmes. Ça nous a fait quand même du mal une fois lorsque nous sommes allés visiter un centre et on voyait des couveuses et à l'intérieur de ces couveuses il y avait des colis. Et à chaque fois qu'on posait la question, on nous disait que ce sont des morts-nés. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de couveuses pour essayer de sauver les vies de ces enfants. Voilà, notre combat était parti à partir de ce constat que nous avons fait. Et nous sommes déjà à la 4e phase de notre campagne. Et cette année, nous allons la faire le 29 août à la clinique quinoise. Une clinique qui a été une clinique populaire où beaucoup des expatriés sont passés par là. Beaucoup de mes compatriotes ont vu le jour dans cette clinique. Mais lorsque vous entrez aujourd'hui, vous regardez l'état de cette clinique, je peux dire que c'est un fantôme de l'hôpital. Mais Femmes de Bon Cœur a jeté cette année son regard vers cette clinique pour essayer d'amener encore la vie, pour essayer de moderniser et arranger, réparer, afin de donner maintenant la chance à ces filles mères qui sont dans la rue. La plupart de ces filles qui sont en train de faire des avortements, la plupart de ces femmes qui sont en train d'accoucher dans la rue par faute de moyens, parce qu'elles savent où aller. Et c'est ainsi, Femmes de Bon Cœur, à travers sa campagne Yes I Can, va mener ses actions pour donner la possibilité à ces jeunes filles de la rue et à ces femmes qui n'ont pas de possibilité de venir accoucher dans cette clinique. Aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est notre projet qui vous sera distribué, le projet sur la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus. Pourquoi est-ce que nous avons jeté notre regard sur cela? Moi-même, je suis victime de cela. Aujourd'hui, je suis en vie, je suis devant vous, parce que j'ai eu la chance d'être soignée en France. J'ai 5 enfants, je suis mariée et mère de 5 enfants. Mais je ne peux plus continuer à avoir des enfants. Mais lorsque je suis rentrée en RDC, j'ai fait un constat. À chaque fois qu'une femme était malade et elle mourait, lorsque vous partez, on vous parlait de choses de sorcellerie. Mais en fin de compte, j'avais compris que la femme congolaise était encore ignorante de cette maladie qui touche et qui tue plus même que le VIH-Sida. C'est le cancer du col de l'utérus. La femme congolaise est ignorante que ce cancer, ce virus, le papillomavirus, se transmet par voie sexuelle. Et d'où, pour moi, c'était devenu un combat pour que je puisse lever ma voix tout haut et sensibiliser, informer la femme congolaise que le cancer du col de l'utérus existe. Ce n'est pas la sorcellerie. Parce que la femme congolaise n'a jamais entendu le mot du frottis. Parce qu'elle fait des enfants, elle est fidèle à son mari et elle ne peut pas se plaindre même lorsque son mari est infidèle. Elle s'est dit que j'ai des droits mais je ne sais pas comment défendre mes droits. Et elle se laisse faire et elle meurt comme ça. Et les victimes, ce sont des enfants. Nous parlons des enfants sorciers, les enfants de la rue, mais lorsqu'on voit la situation de la femme congolaise privée de ce droit, c'est vraiment compliqué. D'où Femmes de Bon Cœur initie ce projet pour donner au moins la chance à 5000 femmes durant ces 2 ans pour qu'elles se fassent dépister. Et vous allez lire dans le dépliant, on n'a pas voulu amener la panoplie de la documentation, mais nous avons synthétisé juste dans ces dépliants que vous allez découvrir pour expliquer qu'est-ce que nous sommes en train de vouloir faire. Actuellement, nous sommes en train d'accompagner déjà quelques femmes qui sont dans cette situation au niveau de la clinique quinoise. Donc, là aujourd'hui, je suis là devant vous, mais j'aimerais aussi sauver aussi d'autres personnes. Ce projet Yes I Can, nous ne voulons pas seulement le limiter au niveau des maternités. Nous voulons maintenant étendre au niveau maintenant de ce dépistage, afin qu'on puisse donner la possibilité. Et ce que je constatais, ce ne sont pas seulement des femmes démunies, non. Même des femmes qui sont bien, elles ont de l'argent, elles se disent qu'elles sont en bonne santé, mais elles sont ignorantes qu'elles portent en elles déjà ce virus. Et ce virus continue à se contaminer. D'ici 5 ans, 10 ans,
On risquerait d'avoir encore, si nous avons 55% de la population féminine en République démocratique du Congo, nous sommes plus nombreuses que les hommes, mais ignorantes de cette maladie, nous risquerons aussi de mourir et qui restera élever nos enfants. Alors notre présence aujourd'hui à JIFA, je suis accompagnée d'une délégation de 6 femmes que je vais demander qu'elles s'élèvent pour qu'on puisse quand même le voir. Nous venons de la République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés depuis hier à 17h ici à Paris. C'est juste un échantillon. Nous sommes au nombre de 500 membres. Et nous sommes aussi installés ici à Paris. Il y a aussi 3 membres de la délégation de Paris qui sont venus assister à la conférence de JIFA. Alors, qu'est-ce que je veux dire avant de continuer mon propos? C'est de demander le soutien de la France à la République démocratique du Congo. Yes, I can. Oui, nous pouvons. Avec le peu que vous pouvez, si vous pouvez contribuer, nous avons des CD-ROM. Si vous voulez devenir notre partenaire pour nous soutenir pendant ces 2 ans de projet que nous avons lancés, nous sommes disposés. Je suis là jusqu'au 5. Mon numéro de téléphone est là, le numéro de la RDC est là. Nous avons notre adresse mail. N'hésitez pas de nous écrire. Même 1 euro de votre part. Vous savez que lorsque vous allez nous soutenir, vous allez sauver la vie d'une femme, vous allez sauver la vie d'un enfant. Je vous remercie. Plus vivable pour améliorer la qualité de la vie. C'est beaucoup plus motivant que de parler de soi-même. Alors du coup, je vais m'y mettre quand même. J'ai créé donc une entreprise qui s'appelle Paroles éclatées, une entreprise de traduction, de conseil et services professionnels et d'édition. L'activité principale étant la traduction. Les conseils et services professionnels, des activités secondaires, au même titre que l'édition, dont je vais m'employer à, comment dire, à démarrer le volet. Même si je suis aussi intimidé par le fait que le secteur est extrêmement concurrentiel. Moi-même, j'ai déjà eu le plaisir, le privilège de paraître chez d'autres éditeurs, comme chez l'Harmattan, par exemple, avec mon ouvrage sur le cahier d'Aimé Césaire. Et quand on voit tout ce qui existe déjà dans le monde éditorial, on hésite à se lancer. Mais je crois que je vais franchir le pas, incessamment, pour publier non plus comme auteur, mais comme éditeur. Je suis un ancien enseignant des universités. J'avais enseigné la langue et la littérature française, entre autres, en Afrique, en particulier à l'Europe. Bonjour, Monsieur Segbo Owe. Vous êtes directeur général de Crypto. Vous venez de participer aux grandes assises des entrepreneurs africains de la France. Qu'est-ce qui a retenu particulièrement votre attention? Premièrement, je pense que c'est un grand chapeau que je dois tirer à Princesse Altermac, oui, parce que c'est une femme qui se bat, qui est une grande combattante, oui, et qui a mis le doigt sur quelque chose de fondamental dans l'entrepreneuriat, c'est que pour entreprendre, il faut de l'argent. Oui. Et d'avoir créé une fondation qui permet de collecter de l'argent pour pouvoir aider les entreprises, les renforcer, leur permettre de se développer, c'est vraiment une prouesse intéressante et je me devais d'être là. Et Princesse est un grand soutien pour nous tous ici et nous avons donc depuis un certain temps, on travaille à faire en sorte que la diaspora africaine soit entreprenante et entreprenne bien en France. Ok, d'accord. Pouvez-vous nous présenter succinctement votre produit qu'on appelle Crypto, qui a pignon sur rue actuellement en France? Alors, Crypto, c'est une idée simple. C'est que les femmes, les hommes, les Africains, la diaspora, nous appelons beaucoup l'international. Nous appelons l'Afrique, nous appelons le Cameroun, le Zaïre, la RDC, pardon, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Et aujourd'hui, tout cet argent, cette masse monétaire va dans des poches d'autres personnes que nous. Donc il serait temps... Hors continent. En plus hors continent. Donc il serait temps que nous,
de la diaspora, nous créons un produit qui réponde à ce besoin-là. Et c'est comme ça que Crypto a été créé, pour répondre aux besoins de la téléphonie vers l'Afrique, vers nos parents qui sont restés en Afrique. Et aujourd'hui, c'est un produit qui est extrêmement simple. Vous gardez votre abonnement chez les grands opérateurs et vous achetez ce produit en complément de votre abonnement pour appeler votre famille, vos parents, les proches qui sont restés au pays, et ça marche très très bien. Et vous savez, pourquoi on a fait ça? Parce que nous devons être des acteurs de ce que nous consommons, des acteurs de ce que nous-mêmes nous avons l'habitude d'utiliser. Il serait temps qu'on prenne part entièrement dans cette activité-là. Et c'est pour ça que nous avons créé Crypto. Bon, Monsieur Segbo, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver le plus vite possible. Merci grandement, c'est moi. Merci, à bientôt. On est en direct de Zion TV et Mondial TV et également afriquenouvelle.com. Et donc nous sommes en compagnie avec le groupement des femmes entourées par leur présidente, Madame Alternate, que nous suivions depuis très longtemps. Et Madame la princesse, donc c'est un succès votre événement aujourd'hui. Vous avez réuni un groupement de femmes, des associations de femmes. Et donc vous êtes satisfaite aujourd'hui? Très satisfaite. Déjà, merci à Zion TV. Et on ne dit jamais merci à ceux qui travaillent bénévolement. J'aimerais dire vraiment un grand merci à Claire et à Madame Gisèle Catal pour ce qu'elles font sur le terrain. Merci. Merci à Madame Priska. Merci à Madame Diabaté. Donc nous sommes ici aujourd'hui réunis pour faire le lancement du fonds d'investissement des femmes africaines pour le développement de l'entrepreneuriat au féminin. Donc il y a plusieurs associations, il y a la délégation des femmes congolaises RDC Congo qui sont là. Nous avons la vice-présidente Madame Diabaté qui est la présidente d'une ONG qui œuvre en Guinée équatoriale. Nous avons la représentante de l'AFP France qui est là. Et nous avons Madame Claire qui est partenaire de JIFA. Donc nous sommes vraiment un groupement de femmes qui en veulent, qui sont sur le terrain et qui travaillent et qui bossent. Voilà, donc ce qu'on dit, les femmes travaillent pour les femmes en quelque sorte. Donc vous voulez donner un grand coup de main aux femmes pour leur promotion, pour le développement, pour leur insertion. Elle ne travaille pas que pour les femmes. C'est la femme qui donne la vie. Donc quand elle accouche, elle ne choisit pas si c'est une fille ou un garçon. Donc elles œuvrent pour tout le monde. Par exemple, Madame Gisèle Kassal qui est là-bas au Congo RDC, elle travaille dans des maternités, elle accompagne les femmes qui sont dans des situations très précaires. Mais il y a aussi les messieurs, il y a aussi les hommes. Donc notre association, le JIFA, promeut et finance toutes les entreprises, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. Donc toutes ces femmes-là qui sont réunies aujourd'hui, elles n'ont pas besoin d'un coup de main, puisqu'elles-mêmes, elles se battent au quotidien. Elles veulent seulement qu'on reconnaisse leur travail. Et elles veulent que le gouvernement accepte aussi qu'elles travaillent. Et quand elles sont sur le terrain, souvent même, elles prennent leur propre argent du ménage pour que leur association vive. Nous, on demande au gouvernement de leur attribuer les financements. Tout à fait. Elles ne demandent pas l'aumône, puisqu'elles ont déjà commencé leur travail. On voit sur le terrain ce qu'elles font. Donc moi, je lance un appel au gouvernement français, que ce soit les associations qui sont sur le territoire français, ou que ce soit en Afrique. Quand vous voyez les associations qui œuvrent comme ça pour le bien-être des citoyens, elles méritent les subventions internationales. Donc, il faut qu'on lance ce système de subventions internationales, que l'Union européenne puisse collaborer avec ces femmes, même si elles sont au Congo, même si elles sont en France, même si elles sont en Belgique, qu'importe. Mais à partir du moment où elles œuvrent pour le bien-être des citoyens, elles méritent aussi la reconnaissance de la République et les financements. Je sais que vous êtes une femme très déterminée et donc vous connaissez le réseau, les gens vous connaissent et vous respectent et acceptent ce que vous défendez. Est-ce qu'aujourd'hui, donc quel message adressez-vous en effet aux femmes pour qu'elles s'impliquent davantage, pour les attirer
dans ces genres d'associations? Elle s'implique déjà beaucoup. Des réseaux. Elle s'implique déjà. Ce que je demande seulement, c'est qu'elle reste en réseau et qu'elle ne se batte pas entre elles. Parce que les hommes n'attendent que ça, nous va nous battre. Et disent, ah non, les femmes ne s'entendent pas, c'est faux. La preuve, regardez toutes ces femmes. Nous font, chacune a son rôle, et chacune a sa capacité, et chacune a ses idées. Donc, une main ne peut pas attacher un paquet. Il faut que nous tous, on puisse se réunir pour attacher un beau paquet. Donc, ces femmes-là, ce sont les femmes de conviction. Que moi, j'ai confiance en elles parce que je me dis, à partir du moment où elles acceptent de travailler, il y a même des moments sans rien. Ah oui. Il suffit seulement d'un petit coup de pouce du gouvernement et vous allez voir des merveilles que ces femmes-là vont faire. Donc vous aussi les hommes, aidez-nous. Il y a une dame qui a lancé un appel là tout à l'heure pour les hôpitaux au Congo RDC. Donnez 1 euro. 1 euro. Donnez. Ne dites pas que je n'ai pas. Chacun a 1 euro ici. Et même avant qu'on parte là maintenant, je demande à tout le monde ici de mettre 1 euro sur la table. Eh bien, je vais mettre mon 1 euro déjà. Merci beaucoup. Eh bien, donc, je vous demande à tous pour la télévision le slogan « L'union fait la force ». Merci beaucoup. Merci les femmes.